un petit peu beaucoup pessimiste. Et d'autant plus qu'avec ce qui se passe en Syrie actuellement, je le suis de plus en plus et je risque de vous déprimer à la fin de cette demi-heure. Alors excusez-moi dès le début, je n'ai pas beaucoup de bonnes nouvelles ou bonnes perspectives à partager avec vous. Au contraire, je commence par la visite annoncée la semaine prochaine de 3 élus de la République de la majorité socialiste à Damas, qui est cautionné par le Parti socialiste au nom de son secrétaire général, qui a été cautionné par le ministre des Affaires étrangères dans son entretien avec le Figaro d'hier. Alors, on est en train de constater un revirement radical dans la politique française concernant la question syrienne. Et regardez ce que les journalistes anglais et allemands font en Syrie. Ils vont aussi sous le contrôle de l'État. Ils ne vont pas tout seuls, ils ne vont pas dans la zone de Daesh. Ils sont allés à Damas, ils sont allés à Homs, ils sont allés à Hama. Mais ils faisaient du travail journalistique réel. Quand ils n'arrivaient pas à tourner là où le pouvoir les interdisait de le faire, ils le disaient. Ils disaient, nous avons été interdits de tourner dans tel quartier, tel quartier, tel quartier. Même quand la BBC a interviewé Bachar al-Assad, le journaliste a fait son travail d'une manière excellente, sans hésitation. Il a relancé Bachar sur plusieurs questions et finalement, le résultat pour les gens intelligents, c'était bien entendu les arguments très défaillants du président syrien, contrairement à ce que le Paris Match ou le Figaro ou même France 2 ont fait aussi avec Bachar al-Assad, sans le renoncer sur aucune question, sans lui poser des questions qui lui gênent. Et cela, malheureusement, ça ne date pas d'hier. Moi, quand j'étais en Syrie en poste, je recevais beaucoup de journalistes de toute l'Europe et des États-Unis, et j'ai constaté toujours qu'une bonne partie des journalistes français voulaient faire leur travail tout en restant dans mon bureau à Aqaba. Aqaba, c'est un vieil quartier à Alep où se trouvait l'Institut français. Et malheureusement, ça continue, avec aussi un engagement, je ne dirais pas idéologique de certains journalistes, mais lucratif de certains journalistes. Et je pèse bien mes mots. Maintenant, Richard Labévière est à Damas. Et il y a aussi des chercheurs de renommée, que je ne veux pas nommer, qui sont de cette ville même, qui sont allés à Damas invités par le pouvoir, qui ont fait des papiers faussés pour faire plaisir seulement et pour pouvoir revenir en Syrie tout en négligeant l'éthique scientifique et même l'éthique humaine. Depuis un an, les forces américaines et ses alliés frappent, soi-disant Daesh, avec des frappes spectaculaires que j'appelle hollywoodiennes. Et grâce à ces frappes, Daesh a progressé, Daesh a développé son pouvoir. Daesh n'a pas perdu que la seule ville de Kobani. Et il faut savoir que Daesh, pour elle, Kobani, c'était plutôt symbolique qu'autre chose, parce que ceux de Daesh qui combattaient à Kobani, c'était 150 personnes. Alors, 4 mois de bombardement aérien des Alliés pour déloger 150 personnes. Ça me rappelle le massacre de Hama dans les années 80, quand le régime syrien a tué plus que 30 000 personnes civiles pour déloger 250 combattants, terroristes, ce que vous voulez, d'islamistes qui étaient abrités à Hama. 250, on a tué 30 000. Alors les Américains n'ont pas fait mieux 4 mois, avec beaucoup de dégâts collatéraux, comme on les appelle dans le jargon militaire maintenant que la France bientôt va adopter, des dégâts collatéraux qui ont causé la mort de centaines de civils. Et c'est recensé avec les noms, avec les âges, les genres de chacun. Bien entendu, cela, la France qui refusait cette opération à juste titre il y a un an, maintenant, et elle y adhère. Et cela s'accompagne avec toutes les déclarations politiques
de M. Fabius, des députés de la droite il y a quelques mois. Maintenant, ce sont les députés de la gauche qui participent. Récemment, il y a eu une rencontre entre les Iraniens, les Israéliens, les Russes, les Suisses, parce que c'est les Suisses qui ont organisé ça à Genève, et les Russes, les Américains, l'Union européenne, les Iraniens. Et le message qui a été donné aux Iraniens et aux Russes était très clair, et il m'a été rapporté par les Suisses pour tout dire. Les Américains ont dit Syria, it's yours. La Syrie, c'est la vôtre. Vous faites ce qui vous semble bien de faire, mais arrêtez. Bien entendu, la Syrie, c'est pas la vôtre pour continuer les massacres. Ils ne sont pas aussi cyniques, aussi diaboliques que ça. Ils le sont un peu. Mais c'était pour dire, ce n'est pas notre domaine géographique, ce n'est pas notre domaine d'influence. On n'est pas très intéressé par ce qui se passe. Réglez cette affaire. Et deux proches de Barack Obama, qui sont ambassadeur Fred Hogg et ambassadeur Robert Ford, ont quitté l'administration à cause de ce délaissement et je dirais plus que l'indifférence de l'administration concernant la question syrienne dès le début. Ce n'est pas une chose récente. À tel point que quand John Kerry a été embauché par les affaires étrangères, par la Maison-Blanche comme secrétaire d'État, Barack Obama lui a demandé sur ses priorités. Et John Kerry, il a donné ses deux priorités, la question israélo-palestinienne et la crise syrienne. Et la réponse de Barack Obama, c'était « on ne va pas travailler ensemble ». Et ce qui explique après que le dossier syrien n'est pas du tout traité par les ministères des Affaires étrangères, mais plutôt par la Maison-Blanche, par les conseillers rapprochés de Barack Obama. Récemment, un centre de recherche, et on sait les centres de recherche aux États-Unis, c'est pas comme en France, c'est des centres d'influence. C'est eux qui produisent un peu la politique ou influencent un peu la politique. Ça dépend de leur force, de leurs moyens financiers. A recruté un chercheur français en expliquant ce recrutement comme étant le fait que nous allons voir une division en Syrie. Alors ce chercheur travaille sur une région précise en Syrie. On veut bien comprendre comment cette région va fonctionner dans le futur. Alors ils ont déjà prévu la division de la Syrie et ils ne se cachent plus sur cette affaire. Bien entendu, les pays du Golfe, ils n'ont jamais soutenu la révolution syrienne. Les pays du Golfe, comme d'autres pays dans la région, ont profité de la donne géostratégique nouvelle pour intervenir, pour manipuler, pour orienter, et ils ont réussi en contrôlant quelques groupes de rebelles pendant l'absence totale et le vide catastrophique qui a été entre 2011 et 2012. Personne ne voulait aider l'opposition syrienne démocratique et civile. Personne n'a voulu aider ensuite les rebelles syriens démocrates qui croyaient à un État pour tous les Syriens, jusqu'au moment où on a vu le début de la création des forces radicales en 2012. Quand on parle que la révolution a commencé le 15 mars en 2011, alors ça a laissé une année de délaissement, de manipulation, d'abandon complet pour que certains qui ont choisi les maquis, qui ont choisi de prendre des armes, s'orientent vers des groupes radicaux. Et il faut savoir aussi que l'État islamique, ou ce qu'on appelle maintenant l'État islamique, n'a commencé en Syrie qu'en 2013. Moi, je raconte toujours la même anecdote. En 2012, un ami journaliste français s'est rendu à Alep. Il m'a téléphoné d'Alep en me disant « Salam, tu m'as donné quelques contacts, mais il n'y a pas parmi tes contacts des djihadistes. » Je lui ai dit « Bah, heureusement. » Il m'a dit « Mais non, moi, il faut que j'écrive un papier sur les djihadistes. » Je lui ai dit « Mais cherche des djihadistes, et si tu les trouves,
fais ton boulot. Il m'a dit, mais tes amis, ils me disent qu'il n'y en a pas. En 2012, je parle. Et je lui dis, voilà, tu fais ton papier comme quoi il n'y a pas de djihadistes à Alep. Il m'a dit, non, je ne peux pas rentrer à Paris, mon rédacteur en chef va être fâché, parce qu'il m'a envoyé pour écrire un papier sur les djihadistes. Alors, à partir de là, nous aussi, on a mal, et moi je parle de Paris, je ne parle pas des autres villes, on a mal défendu, mal présenté notre cause, parce que les médias cherchent des courtes phrases, cherchent des images frappantes, cherchent des choses comme ça. On a été incapable de fournir tout cela. On est très fort à fournir des longs discours. Et malheureusement, les longs discours, ça passe plus maintenant, ni dans les médias, ni au sein de l'opinion publique. La communication aussi du régime a bien fonctionné. Le régime, il a engagé des boîtes de communication anglaises, américaines, italiennes, les plus grandes boîtes de communication pour véhiculer la fausse information dès le début. Après, cette fausse information s'est transformée en réalité, c'est-à-dire on parlait des décapitations bien avant que les têtes existent, avant d'être décapitées. Maintenant, ça existe, bien entendu. On a diffusé des images faussées dès 2011, mais on n'avait pas les moyens de les contredire, on n'avait pas les moyens matériels, ni la possibilité d'aller à leur rencontre. L'État islamique n'a commencé en Syrie qu'en 2013. Et l'État islamique s'est attaqué au début aux rebelles. Et l'État islamique, jusqu'à maintenant, son cible principale, c'est les rebelles, et ce n'est pas le pouvoir. Dernière démonstration, c'est la ville de Palmyre. Le retrait spectaculaire de la ville de Palmyre, ça renvoie au retrait spectaculaire des forces irakiennes de la ville de Mossoul. Il n'y a pas eu de résistance à Palmyre, et les Palmyriens vous le disent. Il y en a des Palmyriens à Paris qui peuvent en témoigner parce que leurs parents sont toujours sur place. Il n'y a pas eu de résistance, ni même une confrontation militaire entre les forces armées et Daesh. Cela explique deux choses. D'abord, parce que le régime a bien compris l'intérêt que porte la communauté internationale sur l'Antiquité plus que l'être humain. Alors on a laissé tomber Palmyre dans les mains de Daesh pour dire, vous voyez, ces sauvages, qu'est-ce qu'ils vont faire, soutenez-moi. Deuxième objectif stratégique de Bachar al-Assad, tout à fait calculé, mais qui n'a pas été révélé beaucoup dans la presse, c'est que Palmyre, c'est un message à la Jordanie. Palmyre, c'est un message, c'est une menace pour la Jordanie. L'arrivée de Daesh jusqu'à Palmyre, c'est un message envoyé par le régime Assad à la Jordanie. Et depuis que Daesh est arrivé à Palmyre, Israël a envoyé 16 hélicoptères Cobra à l'armée jordanienne pour contrôler les frontières. Et le renforcement du contrôle jordanien des frontières avec la Syrie est devenu 10 fois plus important. Et les Jordaniens tuent tous les jours des civils qui essayent de traverser les frontières en parlant de cibles ennemies. Dès qu'ils voient une voiture qui essaie de traverser les frontières, c'est bien sûr avec les avions performants, les hélicoptères très performants israéliens, ils se font tuer. Dans la politique, comme le disait le conseiller de Vladimir Poutine, Vitaly Naumkin, très cyniquement, arrêtez de croire qu'il y a d'éthique en politique. Et il m'a dit, la seule solution pour la Syrie, c'est Grozny. C'est clair dans la tête de l'administration russe que l'exemple du Grozny, ça a très bien fonctionné et ça fonctionnera aussi en Syrie. Ça nous ramène aux Russes. Et aussi, on a dit souvent que les Russes ont beaucoup d'intérêts économiques en Syrie et ils ont une base militaire en Syrie. Bien entendu, là, il y a quelques jours, ils ont plusieurs bases militaires. Maintenant, ils ont des centaines de soldats, ils ont des chars, ils ont des avions de chasse, ils ont tout ce qu'il faut. Maintenant, ils s'installent en Syrie, ils font une intervention militaire très clairement. Mais quand on a commencé à parler des intérêts de la Russie en Syrie, on a évoqué ces deux éléments, économiques et militaires,
à savoir que c'était tout à fait deux fausses pistes, parce que les intérêts économiques de la Russie avec la Syrie ne dépassent pas les intérêts de la Russie avec la seule émirat de Chartres, en chiffres. Et en réalité, les intérêts économiques entre la Russie et la Syrie ne représentent rien pour la Russie, parce que tout ce que la Syrie achetait comme armement à la Russie, c'était payé tantôt par les pays du Golfe, tantôt par l'Iran. Alors la Russie n'a jamais touché moindre dollar du gouvernement syrien, et le gouvernement syrien, en profitant dans les années 80 de la guerre irano-irakienne, il a pu faire des contrats d'armement colossaux qui ont été payés par les Iraniens d'un côté et par les pays du Golfe de l'autre côté, paradoxalement. Alors, et la dette russe à l'égard de la Syrie s'élève à des milliards, et il y a eu plusieurs négociations entre les deux États avant le début de la révolution pour rééchelonner la dette syrienne envers la Russie. Mais la réalité, c'est que la Russie, depuis 1989-90, a été complètement marginalisée sur la scène diplomatique internationale. On l'a même humiliée sur la scène internationale. On se rappelle tous de la scène de rigolade, fou rire de Clinton qui se moquait du président de la Russie pendant une conférence de presse. C'est vrai que le président, il l'a prêté à cela, mais c'est quand même, ça marque l'esprit des Russes qui n'ont pas oublié que c'était l'Empire, que c'était l'Union soviétique. Ils en veulent toujours aux Occidentaux comme ils en veulent à Gorbatchev pour le démantèlement de cette force importante. Toutes les solutions diplomatiques qui ont été faites dans la région, que ce soit pas seulement la région, ont été faites sur le dos de la Russie. Alors la Russie, jusqu'à l'affaire libyenne, la Russie a été complètement écartée de la solution libyenne. L'affaire irakienne aussi. Avant, c'était l'Afghanistan. Les révolutions de couleur en Europe centrale et des anciennes républiques russes soviétiques, que les Russes ont considéré comme une conspiration américaine, occidentale contre ses propres intérêts, et l'adhésion des pays baltes, tout ça, peut-être vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut avoir, l'adhésion des pays baltes à l'OTAN avec la position russe en Syrie? Tout, c'est une accumulation de raisons qui ont poussé la Russie à s'accrocher à la carte syrienne tant que cette carte lui convenait. Et moi, en discutant avec des responsables russes très influents, ils m'ont dit, écoutez, cher ami, Assad se rendait plutôt en Europe occidentale, Assad fils. Il n'est jamais venu nous voir à Moscou. Alors allez voir vos dirigeants et demandez-leur pourquoi ils l'ont soutenu depuis 2000. Même avant de devenir président, il a été reçu à l'Élysée. Avant de devenir président, il a été reçu à l'Élysée. Depuis 2000 jusqu'à 2010, 2009. 2008, il était sur les Champs-Élysées. Il n'était pas sur la place rouge. C'est le Russe qui parlait comme ça. Et en plus, il a ajouté en disant, nous savons tout sur le régime syrien. Nous sommes dans ce pays depuis les années 50. Nous savons tout sur la corruption, sur le système mafieux, sur les services de renseignement, sur l'armée. Nous savons tout. Ce n'est pas la peine de venir nous expliquer les atrocités, les prisons, Palmyre, ainsi de suite. Ça, c'est pour l'histoire, écrivez ça dans un livre. Mais nous, notre intérêt maintenant, c'est de maintenir Assad. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? C'était très clair. Au moins, et ça je le dis très clairement, au moins les Russes sont francs là-dessus. Dans leur engagement auprès du régime syrien, ils sont francs. Ils ne sont pas hypocrites comme les pays occidentaux qui ont malmené l'opposition, qui l'ont amené à droite, à gauche, qui l'ont promis des choses complètement faussées, et on voit très bien le revirement maintenant pour des raisons d'État.
Récemment, j'étais dans une conférence internationale qui se tient tous les 6 mois, une fois tous les 6 mois. Vous me dites comme D'accord. Alors, dans cette conférence, qui est organisée par des Américains, qui regroupe beaucoup d'acteurs académiques et politiques dans la région, il était de coutume d'inviter l'opposition iranienne. Ça fait 2 ans, il n'y a personne de l'opposition iranienne qui vient, et il y a une forte délégation du pouvoir iranien qui est présente, et le mot d'ouverture est donné par les Américains aux représentants du pouvoir iranien. C'était un message, c'est un message qui remonte 2 ans en avant, c'est pas avec la signature des accords. Et aussi, il faut savoir que les Iraniens, contrairement à ce qu'on dit aussi que c'est le chiisme, c'est une question théologique, c'est une question religieuse dans l'engagement en Syrie, et il y a de ça, mais le principal, c'est chez eux, et c'est des intérêts de la nation iranienne. Les intérêts de la nation iranienne, je m'explique, c'est-à-dire quand vous voyez les similitudes entre le travail diplomatique israélien et le travail diplomatique iranien sur la scène internationale, vous comprenez comment ces diplomates fonctionnent. Ils ne fonctionnent pas du tout par rapport à leur allégeance à un régime, ou à un pouvoir, ou à un président. Ils fonctionnent par rapport à leur allégeance à ce qu'ils croient être la nation. Et ce n'est pas pour leur défendre, mais c'est pour expliquer leur méthode. Et comme ça, leur méthode fonctionne même avec le changement de pouvoir, même que la gauche arrive en Israël ou la droite arrive, les diplomates, ils ont le même discours, ils défendent la même position, ils se partagent le rôle, il y a les modérés, les radicaux, les extrémistes. Chez les Iraniens, exactement pareil. Et récemment, quand on a posé la question aux représentants de Rouhani, qui était à cette conférence, on lui a dit qu'est-ce qu'il pense du général Qasem Soleimani, l'homme fort maintenant en Iran, qui terrorise tout le monde, qui combat en Syrie, qui est à la tête des bases d'armes en Syrie. Qu'est-ce qu'il pense des accords nucléaires avec les États-Unis et les pays occidentaux? Il a souri, il a dit si ça s'arrête à Qasem Soleimani, soyez contents, parce qu'il y a des gens encore beaucoup plus durs que lui. Alors c'est un message très clair aux Occidentaux, c'est-à-dire travaillez bien avec nous, parce que Qasem Soleimani, c'est un exemple. C'est la bande d'annonce de ce qui vous attend si vous ne travaillez pas avec nous étroitement, parce qu'on a des gens beaucoup pires que Qasem Soleimani, et le message est passé clairement. Alors l'Iran, avec l'axe qu'elle essaye de créer, l'accès à la Méditerranée, son bras militaire, le bras militaire de sa diplomatie, moi, Hezbollah, je l'appelle le bras militaire de la diplomatie iranienne. Il s'attaque quand il faut, il arrête quand il faut, il signe des accords avec les Israéliens sans gêne, sans aucun gêne. Et maintenant, récemment, avec l'engagement tout à fait clair et déclaré des Russes en Syrie, qui a été cautionné par les États-Unis et Israël, on voit très bien que l'axe israélo-américano-russe qui va fonctionner contre Daesh en Syrie, il a l'aval des Iraniens, alors Hezbollah sera là pour assurer les arriérés de ses forces et pour dire encore une fois à ceux qui parlent de la résistance et que la résistance contre Israël, que cette résistance, on peut facilement, pour les faux résistants, on peut facilement tourner la page tant que les intérêts des maîtres de la résistance changent. Bien sûr, quelqu'un va me dire, et l'Union européenne dans tout ça? Et moi, ma réponse, de quoi on parle? Union européenne. Sur la scène des affaires étrangères, l'Union européenne n'existe pas du tout. Alors, pas du tout. Il y a 28 politiques étrangères de l'Europe. 28 membres, 28 politiques étrangères différentes. Il n'y a pas une politique étrangère commune de l'Europe. Alors, comme ça, je zappe
le rôle de l'Union européenne qui n'arrive même pas à développer un rôle humanitaire. La Turquie, on sait très bien que le gouvernement turc a payé cher son engagement en Syrie dans les dernières élections et il risque de payer encore plus cher le 8 novembre dans les élections anticipées qu'il a décrétées. Il faut savoir que la composition ethnique comme religieuse en Turquie est très délicate et l'affaire syrienne est devenue en Turquie une affaire locale. L'animosité contre les réfugiés syriens monte de plus en plus. Le seul pays qui a accueilli d'une manière décente et humanitaire, humaine, les Syriens, c'était la Turquie. Ce n'est plus le cas. Ça commence à... Hier, il y a un bateau de réfugiés qui a été inondé, qui a fait naufrage à cause de l'intervention de la garde côtière turque. Maintenant, il y a un changement important parce que tout le monde a compris qu'il faut que les élections sont proches et il faut faire plaisir aux électeurs qui sont de plus en plus anti-présence syrienne et considèrent que la Syrie, l'engagement turc en Syrie a posé un vrai problème. Et malheureusement, la Turquie elle a très mal géré ses relations avec la Syrie sous Assad et après Assad. Ils ont beaucoup compté sur Assad à un moment donné. Moi, je me rappelle très bien les visites d'Erdogan à Alep ainsi de Davutoglu qui pensaient qu'Assad allait suivre pas dictat, mais plutôt conseil de réformer et de libérer l'économie et ils pensaient faire vraiment une relation très étroite avec la Syrie, tout en oubliant que le fonctionnement du régime est basé sur des contraintes qui l'obligeront à ne pas respecter aucun engagement, que ce soit envers Chirac, ou envers Obama, ou envers quiconque, et surtout pas les Turcs. Nous, Syriens, on a toujours rejeté ce scénario, on a toujours voulu ne pas le croire. Malheureusement, moi, je ne vous parle pas de ce que j'aime, moi, ou je crois personnellement, ou pour lequel je travaille, mais je fais des constats. La solution la plus simple, et les Européens, la dite communauté internationale, ne cherche que des solutions simples. La solution la plus simple maintenant dans les têtes des stratèges et des décideurs en Europe comme aux États-Unis, et pour cela ils ont fait appel à des chercheurs français pour renforcer cette théorie, c'est la division de la Syrie. Et on n'en parle pas. Malheureusement, avec le développement de la situation et les tentatives de créer ce qu'on appelle la Syrie utile et l'épuration qui est devenue une épuration à base ethnique et religieuse. Et tout récemment, on voyait très bien, on n'a pas évoqué ça dans notre débat, mais il y a eu une trêve qui a été signée pour la ville de Zabadani, à côté de Damas, pour arrêter les bombardements contre la ville de Zabadani. Cette trêve a été signée entre les rebelles et les Iraniens. Elle n'a pas été signée entre les rebelles et le pouvoir central syrien, s'il existe encore. Elle a été signée entre les rebelles, notamment Ahrar Sham, et les Iraniens. Et là, les Iraniens voulaient un échange de population. C'est une première dans l'histoire des trêves. Ils voulaient que la population à majorité ou à 100% sunnite de Zabadani soit déplacée pour habiter dans les deux villages chiites à côté d'Alep, Foua et Kefraya, et contrepartie, les habitants chiites de Foua et Kefraya se déplacent vers Zabadani. C'est dans l'idée de créer une zone complètement de partir sur la base de l'opération religieuse. Heureusement, les rebelles ont refusé ce principe et finalement, les Iraniens ont accepté la trêve. Bon, moi j'ai cru que c'était les Iraniens déjà qui sont arrivés. Alors, la division, elle est dans la tête. Le général des Nations Unies, le Norvégien, je me rappelle plus de son nom, qui était à la tête des observateurs onusiens en Syrie la première année de la Révolution. Il parlait des zones où il fallait
déployer les forces des Nations Unies au cas où la paix s'installera un jour en Syrie pour éviter les confrontations à base ethnique ou à base confessionnelle, tellement le pouvoir a travaillé ce clivage. Et moi, je lui ai dit, en discutant, je lui ai dit, j'espère que ces lignes de contrôle des Nations Unies ne deviennent pas des lignes de séparation. Il m'a dit, croyez-moi, monsieur, que dans les bureaux des Nations Unies, on y songe. Voilà. Alors, c'était en 2012. Mais je veux quand même conclure avec un exemple qui va vous sembler un peu tiré par les cheveux, mais moi j'y crois à fond. Rappelez-vous la guerre d'Espagne, quand Franco combattait les républicains. Franco était soutenu par les fascistes et les nazis. Pas pour dire que les Iraniens et les Russes sont les successeurs, mais plus ou moins. Franco, il a gagné la guerre parce que les républicains n'ont pas été soutenus par le monde libre. Les républicains n'ont pas été soutenus même pas par la France socialiste à l'époque. Les républicains ont trouvé leur soutien auprès de Staline. Staline, il les a instrumentalisés, il les a divisés, et ils ont commencé à se faire la guerre entre eux. Et finalement, Franco, il a gagné. Le pire, c'est que Franco, après 1945, tout le monde pensait qu'il allait tomber avec le départ, la fin du nazisme et du fascisme. Franco, il a été récupéré par l'Occident, réhabilité par l'Australie, contrepartie de combattre le communisme. Et Franco, il n'a quitté le pouvoir qu'en 1977 avec la mort. Alors, ça peut tout à fait être le scénario pour la Syrie. Merci à vous. Merci beaucoup, Salam. C'est une nouvelle qui, effectivement, sont loin d'être réjouissantes. Je vais tout de suite passer la parole à Yahya, donc, pour sa présentation de la situation locale